Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle conférence. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous expliquer comment interagir pendant cette conférence et poser vos questions. On ne passera pas de micro à la fin de la séance pour les raisons sanitaires que vous connaissez, mais vous pouvez vous connecter sur le site evals.fr depuis votre téléphone et vous entrez le code SRCO en majuscule, en minuscule, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous pouvez poser vos questions, c'est anonyme, vous pouvez les poser pendant toute la conférence et elles seront affichées sur l'écran et on essaiera d'y répondre au maximum. Merci à vous et je laisse la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. A priori, vous m'entendez également, ce qui est plutôt une bonne chose. Ravi d'être avec vous ce matin à Nantes. J'ai quitté Paris très tôt ce matin avec beaucoup d'envie. J'ai travaillé cette nuit avec beaucoup d'envie aussi sur un support qui vous sera partagé dans quelques instants. Et je suis heureux de le faire avec Nadège, qui représente la Maïf. Donc il s'agit bien de Nadège et pas de Nicolas, voilà, qui, pour raison de santé, n'a pu être des nôtres ce matin. Donc Nadège, merci d'avoir repris le flambeau, voilà, et de belle manière. Sur le temps qui nous est imparti, à savoir 45 minutes, je crois qu'on a 5-10 minutes de questions-réponses, donc on va y avancer, non pas au pas de course, mais quand même de manière assez résolue. Vous verrez, il y a pas mal de choses qui vous seront présentées dans cette trentaine de minutes et que vous pourrez vous procurer, notamment en allant sur le stand Amark. On n'a rien à vous y vendre. Simplement, si vous êtes intéressé par des supports et des sources qui seront partagées, on pourra derrière vous les envoyer. Sortie de crise, comment prouver à mon patron qu'il est très rentable d'investir dans la relation client. Je pense que si on fait un petit quiz à main levée et qu'on ne fera pas, tout le monde est forcément et fortement intéressé par ce sujet aujourd'hui. Ce sujet, on l'a fait sortir de terre il y a maintenant 5 mois. Ça nous semble hier, mais c'était déjà il y a très longtemps, au début du Covid, lorsqu'avec Daniel Ray, justement, nous échangions par rapport à notre communauté, qui est l'Association pour le management de la réclamation client, une association qui réunit effectivement des acteurs qui ont cette intuition que derrière la réclamation client se cachent des opportunités d'amélioration à des fins d'innovation, de performance financière et de transformation. Au sein de cette communauté, elle allait être franchement chamboulée. Pourquoi ? Puisque les acteurs de la relation client, de l'expérience client, des parcours clients, de la satisfaction client, quel que soit le nom que vous leur donniez, ont acquis, si j'ose dire, depuis finalement peut-être pas si longtemps que ça dans beaucoup d'entreprises, leur lettre de noblesse. Et alors qu'elle commençait à s'accumuler, à se sédimenter, cette respectabilité, cette légitimité, certaines fois, dans des CODIR, dans des comités d'échange, de pilotage, on sentait bien que la crise allait inviter à de sérieux arbitrages. Et que ces arbitrages, en temps de crise, c'est souvent place à la trésor. Et quand on veut mettre la place à la trésor, on rogne sur les budgets. Et les budgets, souvent, on le sait bien, dans cet auditorium, c'est souvent sur le dos de la relation client que ça peut se faire, au niveau de son organisation et au niveau de ses budgets. Donc, fort de cette alerte, avec Daniel, donc, qui est professeur à Grenoble École de Management, on a monté un cycle de conférences, dont une de ces rencontres portait justement sur la notion de comment sensibiliser ou resensibiliser, à avoir à nouveau, si j'ose dire, le go des comités de direction et des COMEX sur la relation client. Pour aborder ce sujet, j'ai finalement préféré prendre la cape, si j'ose dire, du moine copiste. Alors, un moine copiste, c'est quoi ? C'est pas comme Gad Elmaleh, mais pas loin. Mais au lieu de faire du plagiat, je vais simplement regarder à travers les 10 dernières années quels sont, côté Amark, ce qui nous a été partagé en termes d'informations, en termes de preuves, si j'ose dire, qui peuvent concourir justement à cette démonstration que la relation client est un moteur de performance. Car je pense que le sujet ici, parmi nous tous, c'est bien le même. C'est finalement, si je veux avoir l'aval de ma DG, si je veux avoir l'aval des départements avec lesquels je suis mené à travailler, c'est de savoir comment je peux leur faire la démonstration, ni plus ni moins que de l'utilité de mon job, et donc de l'utilité de la relation client. Et donc le moine copiste, pour mémoire, c'est effectivement celui qui recopie, et donc de là vient ce petit clin d'œil. Dans ma copie, je vais reprendre ni plus ni moins le slide que j'avais partagé avec vous il y a 1 an et demi, puisqu'on était en février 2019, et c'était de revenir finalement aux fondamentaux du management de l'insatisfaction client en tant qu'enjeu. Alors, oubliez les photos de gauche, je les ai laissées, je vous avais dit que je ferais de la copie. On va se concentrer sur les images de droite, ou du moins les textes de droite, et qui est de dire finalement le management de l'insatisfaction client,
La relation client, on peut y aller soit en se défendant, et donc c'était le cas de ces deux photos, où effectivement Marks & Spencer, ou derrière la photo United Breaks My Guitar, c'était une version défensive. Je m'occupe de la relation client et particulièrement de la réclamation pour ne pas entacher mon capital réputationnel. C'était le fameux verre à moitié vide, pour ceux qui étaient là, peut-être en avez-vous quelques mémoires. Et c'était de se dire non, le management de l'insatisfaction client, il faut y aller non pas pour défendre son capital, mais au contraire pour le faire fructifier. Et de le faire fructifier, pourquoi ? Parce que la réclamation client, la relation client, quand elle est bien utilisée, quand elle est bien comprise, c'est effectivement de s'en servir au niveau de l'innovation, puisque la réclamation est un moyen de savoir ce qui ne fonctionne pas, et donc de pouvoir, améliorer, et de voir dans certains cas aller jusqu'à l'innovation. Il y a des cas assez connus là-dessus. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur LinkedIn de la marque, c'est en libre accès, une fois de plus, je n'ai rien à vous vendre, le témoignage qui est paru hier de Decathlon, où justement, comment partant de réclamation client et réclamation collaborateur, ils sont arrivés à une réelle innovation de service qui aujourd'hui leur permet d'avoir une réelle différence sur le marché. Donc, innovation. Deuxième point, et déjà on rentre là cette fois-ci plus peut-être encore dans notre sujet, notamment le sujet ROI, c'est de dire la réclamation client, quand on la top, le but est bel et bien de resatisfaire. De resatisfaire, pourquoi ? Évidemment pour refidéliser, parce qu'en refidélisant, on va accroître justement les cycles d'achat et donc on va commencer à toucher la performance financière. Ce point, on va le garder en mémoire parce qu'on va revenir dessus cette fois-ci avec des chiffres que vous attendez peut-être. Et puis le deuxième point, on y reviendra plutôt peut-être dans la fin de nos échanges, c'est sur la notion d'allié de la communication et de la transformation, puisque effectivement la voix du client, qu'elle soit négative ou positive, réclamation ou satisfecit, on peut aussi l'utiliser dans l'entreprise pour la faire relayer, pour en faire un espèce d'écho qui va permettre de transformer nos habitudes et de transformer par extension l'ensemble de l'entreprise. Quand j'ai repris, une fois de plus, toujours ma petite cape de moine, je suis retombé hier sur ce slide qui nous avait été partagé par Jean-Sébastien Bellet. Jean-Sébastien, tout le monde ne le connaît peut-être pas, et je ne pourrais pas vous jeter la pierre, c'est le fondateur de Trust Team Finance. Trust Team Finance est un fonds de placement français qui est parti d'une intuition, c'est que finalement, il était démontré que les entreprises orientées clients proposer plus de performances financières, et du coup il a créé son fonds justement structuré sur des produits financiers. Vous en verrez l'intérêt tout à l'heure. Et donc Jean-Sébastien présentait à l'occasion d'une de nos conventions en octobre 2015 notamment ce slide où vous avez déjà des premiers indicateurs sur justement la performance liée entre la relation client et la performance financière, la relation client et le marketing, la relation client et la DAF. Donc ces slides, vous pourrez les retrouver l'ensemble de ces informations plus tard si vous le souhaitez, pour pouvoir l'utiliser, le relayer ultérieurement. Donc, la relation client, ce n'est pas uniquement vouloir avoir des clients satisfaits, une version qui pourrait être bisounours, c'est bien une vision de pérennité, de rentabilité, de stabilité de l'entreprise. Et Jean-Sébastien, dans la foulée, avait présenté ce slide, parce qu'on pourrait dire, oui, effectivement, il y a de belles statistiques, de belles corrélations entre la satisfaction et certains points du marketing. Et là, vous avez en une courbe, si j'ose dire, le fait que, de manière un peu triviale, oui, satisfaction égale pognon. Pourquoi ? Parce que sur cette courbe, vous avez effectivement le fonds de placement de Trust Team, donc qui est, pour mémoire, structure des produits financiers sur des entreprises qui sont orientées clients. Et son fonds de placement performe au double que les autres entreprises sur les mêmes marchés qui ne disposent pas de ce critère d'orientation client. Donc quand vous parlez à des DAF, quand des DAF vous parlent, ça arrive, c'est rare, mais ça peut nous arriver, surtout ne vous dégonflez pas, oui, être orienté client, c'est moteur de performance financière. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été monté par un marketeur ou une personne de relation client. C'est de l'univers des DAF et vous pourrez le trouver notamment chez Trust Team. Un autre point, trouvé cette fois-ci à l'occasion du fameux cycle de conférence avec Daniel Arey, où Daniel nous présentait également un autre graphique, on est toujours dans l'univers des chiffres, performance financière, où vous avez en orange, Standard & Poor's, donc une cotation sur un marché américain, et vous avez à côté l'indicateur avec l'AXI, où sur la même année, l'AXI étant un index qui réunit des entreprises qui sont orientées clients. Et là, vous voyez également cette mise en abîme, si j'ose dire, du marché classique, à côté du marché orienté client. Donc là, c'est quelque chose des plus sérieux aux États-Unis. L'AXI est la référence en matière d'orientation de satisfaction client. Et vous voyez que, habituellement, les entreprises, en dehors d'une année, les entreprises qui sont côté orientation à l'AXI performent au double
que les autres entreprises cotées au Standard & Poor's. Et ce qui est très intéressant dans ce slide, puisqu'on parle de crise, on parle de performance, on parle de démontrer à nos comités de direction la performance, notamment financière, de l'orientation client, vous pouvez constater qu'en 2008, au moment de la crise des subprimes, vous avez le marché qui va s'écrouler, qui va prendre moins 40% en l'espace de quelques jours, quelques semaines, et les entreprises qui sont cotées à l'AXI fortement, elles, vont dévisser de 20%. Et donc vous constatez qu'il y a un matelas qui permet clairement d'étouffer, ou en tout cas de limiter le coût. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, donc l'année qui suit, ce sont des entreprises qui vont redémarrer 2 fois plus vite au niveau de la reprise économique. Donc pour vous, acteurs de la relation client, c'est important que vous ayez ces données en tête. Elles sont accessibles, elles sont en libre public. Faut-il encore les chercher? Et pour vous, dirigeants qui êtes également dans cette salle, voilà, soyez assurés que être orienté client, c'est oui un moteur de performance financière. Un autre point alors, qui pourra peut-être intéresser plutôt les entreprises qui seraient ici dans le retail, vous avez avec d'autres mesures, cette fois-ci développées par l'Institut du capital client, toujours Daniel Ray à ses côtés. Vous avez là sur votre droite, au niveau de ces quelques chiffres, des choses qui sont assez éloquentes. Je ne sais pas s'il y a des retailers dans la salle. J'ai vu des personnes de la Fnac tout à l'heure, Darty. Ou, par exemple, au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, les entreprises, ou plutôt les magasins, qui, eux, sont orientés clients, vendent 1,8 fois plus en panier moyen, en chiffre d'affaires, et que les paniers moyens sont 1,5 fois plus élevés. Donc, une fois de plus, oui, être orienté client, c'est moteur de performance financière. Alors, je ne sais pas si ça vous cause tout ce que je dis, moi. Je ne sais pas. Oui, si. Non, je vois des gens qui bougent. Non, mais c'est vrai qu'avec les masques, on a déjà dû vous faire. Pas forcément évident. Et donc, voilà, ça, ce sont des, si on peut dire, des grandes données, mais qui sont clairement issues de l'univers académique, de l'univers financier. Vous avez une zone France, vous avez aussi une zone qui est assez en avance sur ces sujets de la performance financière. Donc là, c'est une approche qui est plutôt financière. Et aujourd'hui, vous le savez, on a effectivement Maïf à nos côtés pour partager également une expérience, mais surtout une ADN presque Maïf qui est assez singulière. Et du coup, on s'est proposé un jeu de 3 questions. Donc il n'y a pas beaucoup de scoop dans les questions. Mais en tout cas, on sur 3 points. Et le premier, c'était effectivement Maïf, que vous connaissez tous, qui est souvent salué effectivement en termes d'ADN singulière à l'égard des sociétaires, mais aussi des collaborateurs. Toi, Nadège, qui connais bien cette maison, qu'est-ce qui, pour toi, si tu en quelques mots, fait la singularité justement de Maïf? Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là et de partager avec nous ce moment. Tu me demandes qu'est-ce qui marque le plus pour moi la singularité. D'une marque que je connais bien maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille à la encore 2 mois, j'étais en charge du pilotage de la réclamation, tu l'évoquais tout à l'heure. Donc je travaille à la Maïf, je suis sociétaire Maïf. Maïf, j'étais enfant de sociétaire, donc c'est une longue histoire avec la Maïf, et c'est vrai que j'entends encore ma mère parler de sa mutuelle, de sentiment de fierté, d'appartenance qu'elle a encore aujourd'hui pour sa mutuelle. Et ce sentiment-là, tu me dis, quel est c'est que notre réussite aujourd'hui, nos résultats aujourd'hui, alors je pense au podium de la relation client, depuis 15 années consécutives, le prix de l'excellence client aussi, découle de la pérennité de notre modèle, sur lequel est fondé notre triptyque, satisfaction, fidélisation, recommandation. Alors les éléments de différenciation, parce que c'est ce que tu me demandes, quels sont nos éléments de différenciation, sont nos sociétaires, parce que ce sont les patrons de l'entreprise, nos sociétaires, nos collaborateurs aussi, et puis notre actualité. Tu as projeté notre raison d'être. Effectivement, notre actualité avec un engagement fort que la Maïf prend en tant qu'entreprise à mission. Volonté aussi de développer un modèle, je vais dire, original, de performance basé sur l'attention sincère portée à nos collaborateurs aussi, mais aussi
au monde qui nous entoure. Ça, c'est voilà, c'est notre leitmotiv en tout cas, et c'est ce qui fait notre singularité. Alors, peut-être pour illustrer aussi, on parle d'attention sincère. Qu'est-ce que c'est que l'attention sincère à la Maïf, parce que c'est au-delà d'un concept quand même. C'est, par exemple, on n'a pas de script d'entretien. On compte bien sûr sur l'attention sincère, sur l'écoute active. Nous recrutons des conseillers ou des gestionnaires aujourd'hui sur leur capacité à développer cette intelligence relationnelle et même émotionnelle aujourd'hui. Ce terrain de l'émotion, d'être en capacité de pouvoir faire la distinction entre ce qu'est la colère ou la déception chez un sociétaire. Donc on est vraiment, on a priorisé aussi sur l'accompagnement de nos collaborateurs, sur cette capacité en fait à développer cette intelligence relationnelle et qui fait aussi les différences aujourd'hui. Ça c'est. Tout à l'heure, on parlait justement du Covid. Où la Maïf a eu une action pour le moment au cours des derniers mois. Le slide va peut-être passer. En fait, c'est ton DG qui est timide, du coup, il ne souhaite pas. Attendez. La régie peut... Ah, super, merci. Voilà, au cours des derniers mois, effectivement, il y a eu une position, une annonce assez singulière de la part de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots de l'interne? Il y a eu pas mal de communication là-dessus. Comment toi tu l'as vécu? Oui, il y a eu pas mal de communication. Notre intention n'était pas de faire un effet de com', même s'il y a effectivement des retours et des effets de bord positifs. En plein cœur de la crise, en fait, et c'est ce que reprend l'article et c'est ce que dit notre DG, Pascal Demurger. Sa conviction, elle était forte, elle l'est encore, parce qu'on est encore en situation de crise aujourd'hui. Elle était que la solidarité était la seule solution en fait viable pour faire face à cette crise et pour aussi le monde d'après. Donc, pas mal de mesures ont été prises, comme tout le monde, c'est dans l'urgence aussi. On a grande mobilisation aussi des collaborateurs sur le sujet, mais une des premières mesures avant d'arriver sur effectivement ces 100 millions d'euros, une des premières mesures qui a été prise par la Maïf, ça a été bien sûr de préserver la santé des collaborateurs. On a du télétravail, on l'a accéléré, cette expérience du télétravail. Et pour nos collaborateurs qui ne pouvaient pas effectivement travailler, c'était aussi, et ça c'est un engagement fort de Pascal Demurger, de maintenir à 100% le niveau des salaires sans intervention de l'État. Donc ça c'est aussi important de le souligner. Et puis l'autre mesure, c'est effectivement de faire profiter nos sociétaires des économies pendant la période de confinement. L'article reprend, il le dit, Pascal, ma conviction est que l'on ne s'enrichit pas pendant la crise. En tout cas, sa conviction était de ne pas faire d'argent sur le dos de la crise, ni sur le dos de nos sociétaires, en fait. C'est vraiment ça. Donc, cette période de confinement, elle a généré effectivement une baisse significative des accidents de la route. Donc, on va souhaiter effectivement faire bénéficier à l'ensemble de nos sociétaires titulaires d'un contrat auto, d'un véhicule, même pas d'un contrat auto, d'un véhicule, économie pendant le confinement. Donc l'enveloppe s'est élevée à peu près à 100 millions d'euros, ce qui correspond quand même à peu près à une année de résultat net. Après, à titre de comparaison, en 2018, on a dégagé un bénéfice net de 127 millions d'euros. Donc c'est pas anodin quand même. Et donc cette somme a été redistribuée à nos sociétaires. Alors ça correspondait à peu près à 30 euros par véhicule assuré. Nos sociétaires avaient le choix soit de conserver cette somme ou de la reverser à 3 associations que nous avions identifiées. Donc c'était les Hôpitaux de Paris, le Secours Populaire ou l'Institut Pasteur. Mais il y avait effectivement cette liberté qui était donnée à nos sociétaires, soit de la conserver, soit de la reverser.
Ça a eu effectivement des effets de bord effectivement positifs, que ça a marqué les esprits bien sûr de nos sociétaires et des collaborateurs. Et des collaborateurs, bien sûr, qui se sont reconnus aussi dans les valeurs que nous prenons, parce que nous sommes effectivement en cohérence, on parle d'attention sincère, en cohérence aussi avec nos valeurs, avec notre plan stratégique aussi. Et du coup, vu qu'on est dans une approche de perspective, à défaut de prospective, concernant les investissements, si j'ose dire, de Maïf, parce qu'on parle de convaincre effectivement les DG justement sur le développer la relation client, quelles sont les pistes, les projets sur lesquels Maïf embarquait sur la relation client? Alors, avant d'aborder effectivement sur ce qu'on a fait là, après crise, et quelles sont effectivement notre orientation, voilà, je voulais juste aussi préciser qu'on a mis pas mal de mesures pendant cette période de confinement. C'est bien sûr préserver la santé des salariés, ce dispositif auto, de solidarité. Ça reste un dispositif de solidarité pour nos sociétaires détenteurs d'un contrat auto. On a mis en place aussi d'autres mesures. On a aussi, et c'est aussi grâce à la mobilisation des collaborateurs, mis en place un dispositif auprès de ce qu'on appelait nos personnels prioritaires, mais sur le pont. Là, je pense au personnel soignant, aux pompiers, aux caissiers, aux caissières. Et on s'est organisé pour être accessible, s'adapter aussi aux horaires et aux disponibilités, aux contraintes des personnels prioritaires. On a élargi de notre côté nos plages horaires. On avait effectivement, on était disponible jusqu'à 20h. On sociétaire, donc ça c'était aussi une mesure forte qui marquait aussi notre engagement auprès de nos sociétaires et ceux qui étaient effectivement sur le pont. On a aussi pensé à nos sociétaires qui étaient dans cette période, on l'a entendu à la radio, à la télé, qui souffraient d'isolement aussi. Donc on a eu aussi nos mandataires du conseil d'administration qui ont recontacté nos sociétaires pour échanger avec eux, prendre des nouvelles. Donc ça a été effectivement très bien apprécié et accueilli auprès de nos sociétaires. Et puis il y a eu aussi un épisode assez marquant en début de confinement. On a eu aussi un cas avéré de Covid qui a été identifié dans une de nos délégations, de nos agences, et l'ARS nous a demandé de recontacter c'est à peu près 100 sociétaires. Alors moi j'ai participé au recontact, donc je peux en parler. Donc là on a aussi rapidement agi. On a travaillé bien sûr sur la gestion des émotions. Alors on y travaille déjà, vous l'avez compris, on travaille sur bien sûr cette intelligence émotionnelle, et on travaille aujourd'hui énormément sur l'écosystème des émotions. Mais là on avait besoin de passer à une mesure supérieure, parce qu'on était vraiment en situation de crise. Et l'objectif, c'était vraiment d'anticiper aussi les réactions de nos sociétaires dans cette situation, et de pouvoir donner la bonne information avec la bonne tonalité. Et c'est vrai que ça a été riche dans les échanges, des moments assez douloureux. On a eu des sociétaires qui ont apprécié bien sûr la démarche. On a eu des sociétaires qui étaient inquiets parce qu'avec des proches qui étaient hospitalisés. On a dû gérer aussi les silences. En tout cas, ça a été vraiment très riche et plein d'enseignements. Et d'ailleurs, on a élargi en tout cas cette formation, cet accompagnement à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent aussi, dans des situations compliquées, de détresse, aussi adapter cette démarche à la gestion de ces émotions. Mais c'était effectivement une période, et je pense que vous l'avez aussi vécu, très forte en émotion. Mais on est convaincus, moi je suis convaincue que conviction et émotion riment avec passion, et cette passion-là avec bien sûr nos sociétaires. Merci Nadège. Pour revenir à ta dernière question sur l'après-crise, alors il est évident que forcément on a revu, notre stratégie a été revue avec quelques inflexions, bien sûr, dans notre plan stratégique. Alors
comme toute entreprise, une des composantes majeures, c'est bien sûr d'asseoir sa solidité financière. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, je ne vais pas, bien sûr, vous dévoiler ce qu'on a, quelles sont effectivement les décisions qui ont été prises. Mais en tout cas, on est resté, bien sûr, en cohérence avec notre quadriptyque, qui se résume sur 4 volets. La performance économique, la satisfaction sociétaire, l'épanouissement des acteurs. Tu en parlais tout à l'heure. Et puis, une nouveauté, bien sûr, dans notre plan stratégique, c'est la contribution au bien commun. Alors un exemple, parce que tu souhaites effectivement que j'évoque un exemple qui est effectivement très opérationnel, j'ai envie de dire, puisque on a revu complètement le contenu de nos courriers. Et leur ergonomie aussi, parce que on s'est aperçu qu'il y avait un décalage. En tout cas, le sociétaire nous ont fait remonter effectivement ce décalage entre cette relation que nous pouvions avoir au téléphone et puis le courrier qu'il pouvait recevoir, et ce courrier qui manquait en fait, on va le dire, d'empathie. On a encore des efforts à faire, bien sûr, d'empathie, qui est effectivement trop complexe, trop technique. Moi, j'en ai eu l'expérience, un sociétaire qui avait son jeune enfant qui était effectivement tombé, qui avait un traumatisme assez important, et à qui on envoie un courrier, et puis la première chose les premières phrases que l'on pousse sont en référence avec des conditions générales ou un contrat. C'est vrai que on est loin d'être sur un courrier empathique, donc là vraiment on a vraiment revisité l'ensemble de nos courriers, de nos mails, de nos SMS. Et là, effectivement, on sert à la fois la satisfaction sociétaire, pour ne plus être en décalage et que le sociétaire puisse s'y retrouver aussi, dans ce qu'il peut recevoir. On sert aussi le collaborateur, puisque, bien sûr, on adapte tout l'environnement, son environnement de travail à ses besoins, aux besoins de l'utilisateur. Et puis sur la question de la performance aussi, bien sûr, on sert aussi à la performance économique, avec moindre contact de nos sociétaires, moins d'incompréhension de nos sociétaires, ce qui permet aussi à nos collaborateurs de se consacrer davantage à la relation sociétaire et à des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est un exemple que je donne, on en a bien sûr d'autres sur le sujet. Et on pourra en faire plus dans les questions-réponses si vous avez des attentes plus précises, plus techniques. Et ce témoignage, pour nous, a un intérêt réel, dans le sens où il est sanctionné, si j'ose dire, entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Nous avions lancé une étude avec un blog que vous connaissez sans doute, qui est le blog de Thierry Spencer, donc du sens du client, avec le cabinet Init et le salon stratégie client. On avait lancé une étude auprès d'un peu plus de 600 professionnels de la relation client, du moins un peu plus de 600 ont répondu. Et ce qui est intéressant, c'est que début février, les acteurs de la relation client avaient positionné Amazon sur la première marche du podium des entreprises qui les inspiraient. Maïf était en seconde position, nous avions une troisième entreprise sur le podium. Est arrivé le Covid. On a eu des entreprises, notamment comme la Maïf, mais aussi comme Decathlon, qui se sont illustrées, si j'ose dire, avec des approches, pour reprendre un mot qui, je crois, est proche de Maïf, c'est une attention sincère, en tout cas identifiée vraiment comme telle par des sociétaires, par des clients et par des citoyens. Je pense qu'on se souvient tous du fameux masque EasyBreath qui avait été mis à disposition du public par Decathlon, notamment auprès de certains hôpitaux. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a refait cette étude à l'issue au courant juin. Et ce qui est réconfortant et plein d'espérance de mon point de vue, de notre point de vue, c'est qu'on s'est retrouvé avec un roi qui paraissait intouchable, qui est Amazon, qui est très souvent cité comme le best in class dans la relation client pour tout ce qu'on peut imaginer, et ce qui est réellement le cas en termes de facilitation, en termes de fiabilité. Et on s'est retrouvé donc avec une bascule où effectivement Maïf a été hissé sur la première marche du podium par l'ensemble des acteurs de la relation client sur la même question, auprès du même public, sur quelle est l'entreprise la plus inspirante. Donc on voit qu'à la fois le fait d'avoir une orientation client qui soit favorable est à la fois signe de profit, on l'a évoqué,
mais aussi en termes non seulement d'image, mais également de pénétration, si j'ose dire, des cœurs et d'inspiration des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que Decathlon, qui était en 4e position également de ce classement, s'est hissé sur la 3e marche du podium. Donc ça dénote, de notre point de vue, également une démarche qui est également culturelle. Et vu qu'on parle de culture, on reboucle avec une autre étude qu'on a menée avec cette fois-ci l'Université Paris-Dauphine et Easyware sur le premier semestre 2020, toujours dans mon rôle de moine copiste. Et donc on identifie, en tout cas Dauphine a travaillé sur ce questionnaire pour essayer d'identifier ce que pouvait être un indicateur sur la culture client. On ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant de mon point de vue en termes de retour d'expérience, en tout cas d'analyse, c'est que les entreprises qui étaient les plus orientées réclamation, c'est-à-dire celles qui déclaraient en tant que professionnels de la relation client qu'ils ils étaient tout à fait favorables à l'expression la réclamation client est clairement promue comme une opportunité dans l'ensemble de toute mon entreprise. On constatait que ceux qui étaient très favorables à cette affirmation-là étaient comme par hasard ces mêmes professionnels des mêmes entreprises qui étaient très axés orientation client. Et je vous cite ça pourquoi maintenant, c'est puisque dans un état, ou en tout cas dans une situation économique où il y a une question de crise, la réclamation client a des apports assez intéressants, c'est qu'elle semble être très en ligne avec cette notion de sobriété. Moi, clairement, la réclamation, c'est quelque part on s'est planté, donc derrière la question d'humilité. Et donc il y a cette notion de sobriété, de fierté rentrée. Il y a aussi une question de proximité, il y a une question de relation dans la réclamation. Et il y a aussi une question d'authenticité qui est d'admettre également le bug. Et donc la réclamation client, en période de crise, peut être également une réelle opportunité pour la performance de l'ensemble de l'entreprise, puisque comme on le disait tout à l'heure, elle permet d'identifier ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être amélioré, ce qui peut également être innové, et d'accompagner la transformation. Et aujourd'hui, vous tous acteurs de la relation client, notre conviction est que vous auriez fort à vous rapprocher également des acteurs de l'innovation dans vos entreprises, qui seront soumis à des budgets qui seront vraisemblablement de plus en plus frugaux, pour leur mettre à disposition des pistes et du poil à gratter pour identifier peut-être les opportunités de demain. Et là, autre point qui était issu d'un talk qu'on avait donné également avec Grenoble École de Management et Easyware en avril 2020, aux journées digitales de la relation client. C'était aussi toujours dans cette même veine de la relation client, la réclamation client et source d'opportunités pour l'entreprise. Et là, vous avez des bonnes pratiques qui sont vraiment extrêmement simples à mettre en place. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est frugal, ça ne nécessite pas forcément du budget. Alors, tout coûte. Votre temps coûte, votre présence ce matin coûte à votre entreprise. Mais en tout cas, ce n'est pas d'out of pocket. Donc là, je crois la quasi-totalité de ces pratiques qu'on avait présentées. Par exemple, intégrer le service client dans l'intégration des collaborateurs dans les parcours d'accueil, c'est quelque chose qui peut donner à penser différemment à vos collaborateurs. Le fait d'organiser des vies ma vie, c'est quelque chose aussi qui peut intéresser les RH. Voilà, donc vous avez plein de sujets au niveau de la relation client où vous pouvez proposer différemment à l'ensemble de votre entreprise. Donc tout ça, c'est un moyen très clairement, en tout cas nous, c'est ce que nous disent nos membres quand ils mettent en place ces actions qui sont issues que d'entreprises. Il n'y a rien d'inventé, c'est que des choses qu'on a identifiées chez eux et qu'on vous rapporte là. Et donc, je crois que c'est presque pour en finir. On en revient sur ce slide qui est évidemment quelque chose où on a détourné je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub des gilets jaunes sur la prévention routière. Et c'était le fameux, ce gilet jaune, c'est moche, ça ne sert à rien, mais ça peut vous sauver vos vies. Et là, en l'occurrence, si on le détourne, c'est pareil sur cette notion de réclamation, mais qu'on peut évidemment étendre à la relation client. C'est de dire peut-être que ce n'est pas sexy, mais c'est smart et ça peut juste sauver vos marques. Il me semble qu'il y a un dernier slide qui vient ici. Donc, on a évoqué un certain nombre de documents. Le but, ce n'est pas du tout d'en faire des teasers, mais rentrer dedans requerrait du temps. C'est extrait notamment de vidéos qui sont vraiment en libre accès sur YouTube. Donc si vous souhaitez avoir un message pour qu'on vous envoie ces sources, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous ne voulez pas, si vous voulez uniquement recevoir ces slides et rien d'autre de notre part, vous le dites tout simplement. Le but n'est vraiment pas de faire du marketing de mauvaise facture. C'est juste vous permettre, si vous voulez, d'aller dans des conférences dans lesquelles sont intervenus des financiers, des académiques et puis des adhérents.
Et puis on m'a dit également qu'il y avait, si vous êtes intéressé, également ce poster qui est mis à votre disposition sur... voilà, il y a une dame qui monte son poster, merci beaucoup. Et du coup, vous pouvez également le trouver et il vous sera mis à disposition gracieusement une fois de plus. On n'a rien à vous vendre. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été émises pendant ces 35 minutes. Donc il nous reste 10 minutes normalement pour pouvoir échanger. On a fait ça un peu au pas de charge, mais ça permettra d'avoir quelques échanges. Si questions il y a, voilà, je ne sais pas au niveau de la régie. Si, ah oui, pardon, les questions. Oups. Alors, sur quel aspect spécifique de la relation client faut-il particulièrement investir en ce moment? Nadège, tu t'y colles? Je m'y colle. Nous nous y collons. Elle a dit oui. Attention sincère, enfin, moi je parle pour ma paroisse, hein, effectivement, c'est un marqueur fort, en tout cas, d'investissement, d'orientation client, effectivement. Ouais. Oui. Ce qu'on entend aussi beaucoup, alors c'était peut-être d'autant plus vrai pendant le confinement, il y avait aussi cette notion, l'un de nos intervenants nous disait que finalement, la période du Covid nous avait permis de faire un peu d'archéologie et finalement de revenir à la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse pyramide que beaucoup d'entre nous avons appris il y a quelques décennies, où voilà, pour nous, Maslow, c'était presque du has-been. Voilà, les besoins physiologiques étaient assurés depuis des décennies et il nous semblait plutôt invraisemblable de revenir derrière. Le Covid a frappé à la porte avec la mort et son aéropage un peu mortel. Et c'est vrai que du coup, il y a peut-être, je pense, deux choses qui étaient la notion de sécurité, qui était de dire, bah voilà, il faut sécuriser. En tout cas, si on se remet dans la période vraiment Covid, dont on n'est pas sorti, tu le disais aujourd'hui, on donne l'impression, on veut se donner l'impression qu'on est sorti de la crise. Mais nos bilans, nos activités sont bien là pour nous rappeler qu'on est encore dans le dur, même si c'est peut-être moins mortel en ce moment, en tout cas sur un plan économique, ça dérouille pas mal. Donc il y a clairement quand même cette notion de sécurité, je trouve, et puis en même temps de proximité où chaque jachère... Proximité, authenticité, enfin, c'est voilà, les aspects, à mon sens, qui sont essentiels sur la relation client aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est d'autres questions. Le télétravail permet-il d'investir vraiment dans la relation client? Comment prends-tu cette question? Comment interprètes-tu? Et comment vas-tu y répondre? Le télétravail, c'est un moyen aussi de pouvoir effectivement être dans la continuité aussi. Alors, nous, ce qu'on a observé aussi dans le cadre du télétravail, c'est que ça peut être aussi une façon aussi de se remettre en question aussi et d'innover. En tout cas, tu parlais de la réclamation, c'est un des aspects, enfin en tout cas un des aspects sur cette mise en relation avec le sociétaire, sur lequel on va pas mal innover aussi, avec la visioconférence par exemple. Donc aujourd'hui, on a effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on a accéléré le télétravail. On n'a pas encore vraiment tous les enseignements du télétravail, mais ce que je vois comme effet positif, c'est que ça nous permet effectivement de nous renouveler, de nous poser des questions, de nous dire voilà, qu'est-ce qu'on doit effectivement améliorer dans la relation dans la relation client. Donc oui, c'est un moyen, le télétravail. Voilà. Et aujourd'hui, on est un petit peu, de toute façon, obligé, contraint, mais ça nous permet aussi de nous remettre en question. Oui. Comment réagit les sociétaires de la mail face à la crise? Comment gérer ce genre de... On a eu plusieurs réactions. Alors effectivement, il y a eu des mesures fortes. Cette mesure, j'en ai parlé tout à l'heure, de dispositifs de solidarité avec une redistribution des économies. Donc ça a été globalement très très bien accueilli par nos sociétaires. Ce que je veux dire, c'est que pendant la période de confinement, on a eu des sociétaires qui étaient tout à fait, on va dire, attentifs aussi. Ils acceptaient les délais qu'on pouvait effectivement leur donner. Ce que j'observe aujourd'hui, et là je mets plutôt ma casquette réclamation, on n'est plus du tout, enfin en tout cas ça évolue pas mal. L'indulgence s'est éclipsée. Oui, il y a un niveau d'exigence, en tout cas une impatience, en tout cas qui s'exprime, mais globalement, effectivement, nos sociétaires ont très bien réagi. Oui. Encore une question pour la Maïf.
Alors on travaille depuis quelques temps sur l'écosystème des émotions. On accompagne nos collaborateurs sur effectivement cette gestion des émotions. Alors comment on la travaille? En tout cas, on organise, et c'est des formations Maïf, Made in Maïf, j'ai envie de dire. Ce sont des formations qui sont portées, animées par les managers du réseau, par des non-managers aussi, et c'est ce qui fait son originalité, aussi par des volontaires. Donc ça, c'est aussi une particularité. Maïf, si je peux dire comme ça. Et donc, c'est effectivement des formations et des accompagnements que l'on propose effectivement à nos collaborateurs. Et on travaille sur effectivement cette empreinte expérientielle. On a tous cette expérience des émotions lorsqu'on va dans un magasin, lorsqu'on n'est pas satisfait ou satisfait d'un service. On peut effectivement réagir de façon assez spontanée, donc sur les réseaux sociaux. On peut aussi réagir via une enquête. Et donc là, on est plutôt dans l'émotion, plutôt dans l'ordre du sentiment. Et puis, lorsque le mécontentement s'installe, on n'est pas dans du souvenir au niveau de la courbe des émotions, on est plutôt dans du ressentiment. Et vraiment, tout notre travail, en tout cas l'accompagnement que nous réalisons, c'est pour que nos sociétaires ne soient pas dans le ressentiment, mais dans le souvenir. En tout cas, on travaille sur chacune des étapes de ces émotions et on accompagne nos collaborateurs sur cette empreinte expérientielle que l'on souhaite laisser à nos sociétaires. La perte de points d'Amazon sur le classement des entreprises inspirantes en termes d'expérience client n'est-elle pas due à plus de considération pour les produits et entreprises locales ? Très franchement, je partage aussi cette interprétation. Voilà, ça a été fait, on se remet dans le contexte au mois de juin. Je pense qu'il y avait aussi peut-être un moyen de se réapproprier effectivement peut-être des fleurons français, locaux. Moi, je crois que tout ça a été mis fortement en avant. Toutefois, ce qu'on a pu vraiment glaner en verbatim dans l'étude, c'est qu'était vraiment mis en avant l'aspect d'exemplarité de certaines entreprises versus d'autres qui avaient été identifiées plutôt comme peut-être très froides, voire certaines un petit peu absentes, et c'est ça, très distanciées. Mais je ne sais qui a posé ce commentaire et je partage aussi ce point de vue, qui est probablement un moyen de se réapproprier quelque part nos marques préférées et qu'elles ne soient pas simplement des marques outre-Atlantique. Voilà, je suis d'accord. Rembourser ses actionnaires, réelle attention pour ses actionnaires. Marketing, peut-être les deux. Je peux répondre. Moi je réponds pas. Non, mais du coup, moi je vais répondre. Honnêtement, je pense que c'est ce que disait clairement Nadège tout à l'heure. Les 100 millions d'euros, ça correspond une fois de plus à un an de résultats à N-2. Donc des coûts de pub, il y en a pour moins cher que ça, peut-être plus efficace. Quand on est dans une... Alors après, ça c'est mon interprétation et j'en ai pas échangé avec Maïf sur ce point, mais je pense que quand on est dans une situation de crise où on ne sait pas exactement où va rebondir la balle, je pense qu'un coup de pub à 100 millions d'euros, ça paraît très joueur. Non. Donc voilà, et nous, on était quelques-uns, et probablement dans cette salle aussi. C'est vrai que bizarrement, quand l'annonce a été faite, on n'a pas été si surpris que ça en fait. On s'attendait à quelque chose. Mais après, c'est ce que tu disais, il y a eu tout ce qui a pu sortir entre guillemets de la phase émergée de l'iceberg. Puis après, il y a plein de choses qui ont été faites de manière extrêmement discrète, non su, et qui montrent, alors j'aime pas ce mot-là, mais réellement un alignement de valeurs et d'actes concrets. On est effectivement dans l'alignement de nos valeurs, un alignement de nos intérêts avec ceux de nos sociétaires aussi. Donc notre intention n'était pas effectivement de faire un coup de pub, ou en tout cas c'était pas du tout notre intention, mais il est évident qu'on a eu des effets de bord positifs. Ce que j'expliquais tout à l'heure, auprès de nos sociétaires et de nos prospects, mais qu'on n'a pas à rougir en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment en adéquation, en cohérence aussi avec nos valeurs et avec notre raison d'être aussi. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour se rendre compte que l'émotion était au centre de la relation client ? Vous avez 3 heures, Blanchet. Non mais clairement, là-dessus...
On ne peut que partager le fait que la relation, et notamment quand on est dans la réclamation, qui est aussi un univers que tu connais très bien, la réclamation, c'est de la gestion de l'émotion, et après de la technique. Mais d'abord, c'est effectivement se mettre à la hauteur, c'est se mettre à hauteur, c'est s'ajuster aux émotions de l'autre, pour ensuite être en capacité d'apporter une réponse technique qui soit non seulement concevable. De s'ajuster et de comprendre aussi, de comprendre l'émotion. D'être en distanciation aussi quelquefois par rapport aux émotions exprimées. Donc c'est vrai, tu le disais, la réclamation, c'est à un moment donné où la relation, où le lien de confiance avec le sociétaire, avec le client est fragilisé. Donc je parlais tout à l'heure d'absence de script, et nous en avons pas non plus dans le cadre du traitement de la réclamation, ni de courrier non plus type. Donc on a énormément travaillé aussi ces dernières années sur la réclamation pour à la fois faciliter le parcours du sociétaire réclamant, faciliter, fluidifier son parcours, mais pas seulement auprès du sociétaire, auprès aussi des collaborateurs. Il était pour nous essentiel d'être effectivement dans une symétrie des attentions, et pour que ça marche, il faut qu'on soit dans une symétrie des attentions. C'est-à-dire que du côté sociétaire, effectivement, il y ait cette facilité qui est donnée, mais aussi côté collaborateur, avec bien sûr un accompagnement, là encore, et tu le disais, sur les émotions, car les émotions sont fortes, effectivement, lorsqu'on est sur la gestion d'un mécontentement. Ce sera probablement la dernière question, parce que je pense que le temps file. Quel est le secret de la Maïf pour être sur le podium de la relation client depuis 15 ans? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement de secret. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure. C'est effectivement nos résultats découlent de la pérennité de notre modèle. C'est ça. C'est effectivement grâce, bien sûr, à nos sociétaires qui sont les patrons de l'entreprise quand même, et puis nos collaborateurs qui sont mobilisés et qui se retrouvent aussi dans ces valeurs. Et puis tout ce qu'on peut porter aujourd'hui, en tout cas le modèle original que nous souhaitons développer demain, et qui est effectivement fondé sur l'attention sincère pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit là encore nos sociétaires, nos collaborateurs, mais aussi pour le monde qui nous entoure aussi, parce qu'on a effectivement dans le cadre d'une entreprise à mission, effectivement un gros challenge à relever aussi. Alors je compléterai parce qu'elle ne peut pas le dire, sinon ça contrecarrerait ce que moi je vais vous confier des expériences que j'ai pu avoir avec Maïf au cours des dernières années, c'est qu'il y a une humilité réelle. J'ai rarement vu autant une entreprise où l'ensemble des acteurs nous disent on n'est pas sûr, quelque part. Et du coup, d'avoir ce challenge permanent d'aller chercher... On est toujours remise en question. C'est ça. Et ça, j'avoue que je l'ai très rarement éprouvé. Mais je l'ai particulièrement vécu lors des quelques rencontres qu'on a pu avoir à Niort ou à Paris. Et pour moi, c'est probablement un des facteurs différenciants par rapport à beaucoup d'organisations, qu'elles soient sociétaires ou côté au CAC 40. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et puis à bientôt.